Et le fait d'être une nana, moi, j'avais eu l'impression qu'on m'en demandait encore plus. Fallait faire encore plus ses preuves pour pouvoir devenir sous-officier, encore plus ses preuves pour être instructeur, encore plus ses preuves pour être militaire du ski alpin et qu'on te fasse confiance. Donc c'était encore plus compliqué. Mais non, je pense que l'armée a des ressources au sein des humains, enfin voilà, des agents. Enfin, il y a vraiment des chouettes personnes, il y a vraiment des trucs à faire. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que la société. Je sais pas, je suis pas sûre, hein, parce que ce que je raconte dans mon livre, c'est l'alpinisme à travers l'armée, mais aussi l'alpinisme en général dans le civil. Dans le civil, il y a quand même encore du boulot, hein. C'est dans les fonds de vallée, c'est quand même pas gagné, hein, pour une meilleure égalité femmes-hommes. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous donnons la parole à Marion Poitevin, première femme à avoir intégré le GMHM, le groupe militaire de haute montagne, avant de devenir instructrice à l'EMHM, l'école militaire de haute montagne. Puis enfin, entrer dans la police chez les CRS de montagne. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Marion, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Marion Poitevin, j'ai 37 ans, je suis secouriste CRS montagne au détachement d'Albertville dans le département de la Savoie. Je suis guide de haute montagne et présidente d'un club d'alpinisme pour les femmes qui s'appelle Lead the Climb. Et je suis aussi maman d'une petite fille de 4 ans et d'un bébé de 4 mois. Et autrice, bien sûr, de Briser le plafond de glace, mon autobiographie qui est parue en septembre 2022, là, c'est dans la collection, les éditions Paulsen, la collection Guérin. Voilà. Super, justement on va en parler un peu de ce livre et pourquoi tu t'es lancé aussi dans ce projet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en détail de tout ce que tu as pu faire au sein des institutions, notamment je pense à l'armée et puis la police récemment? Alors je vais essayer de faire pas trop long. Je suis rentrée à l'armée de terre dans les chasseurs alpins en 2008. J'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe militaire de haute montagne. C'est le groupe d'élite de l'armée de terre en matière d'alpinisme, de savoir-faire dans les milieux extrêmes, pôle Nord, pôle Sud, haute altitude. Et il n'y avait jamais eu de femme avant mon arrivée en 2008, sachant que le groupe a été créé dans les années 70. Et le commandant à l'époque, Thomas Faucher, s'était dit, mais après tout, pourquoi pas proposer à une femme? Elles ont aussi du potentiel et elles peuvent très bien faire la vitrine de l'armée de terre, s'adapter aux changements de la société. Et donc, du coup, par discrimination positive, parce que c'est vrai qu'à 20 ans, il y a déjà une grosse différence entre les hommes et les femmes au meilleur niveau en alpinisme, pas pour des raisons physiologiques, hein, c'est clairement des raisons culturelles qui créent cette grosse différence. Du coup, j'avais été prise basée sur ma motivation, mon potentiel, et ça avait bien marché. Donc, pendant 3 ans, j'étais alpiniste au groupe militaire d'haute montagne. On a fait des expéditions donc en haute altitude, dans le pôle Nord, le pôle Sud. Enfin, c'était vraiment des expériences incroyables. Et au bout de 3 ans et demi, c'était dur quand même d'être dans un milieu de haut niveau, de l'armée de terre, et la seule femme au milieu d'une dizaine d'alpinistes. Donc, du coup, j'ai demandé à devenir instructeur à l'école militaire d'haute montagne parce qu'entre-temps, j'ai passé mon probatoire. Donc, c'est le test d'entrée pour devenir guide d'haute montagne. À savoir qu'en France, il y a moins de 2% des guides de haute montagne qui sont des femmes. Donc, ça restait encore exceptionnel à l'époque. Quand je passe le probatoire en 2009, je serai la 15e femme guide, la 17e femme guide de haute montagne depuis la première en 1983. Moi, je vais finir mon diplôme en 2015, je serai seulement la 17e. Et donc, ça me permet de devenir instructeur montagne à l'école militaire de haute montagne. Donc là, notre mission, c'est d'emmener les chasseurs alpins et d'autres soldats dans le massif du Mont Blanc, leur apprendre les techniques d'alpinisme. À savoir que depuis la création de l'école en 1930, il n'y avait jamais eu de femme à ce poste-là jusqu'à ce que j'arrive en 2012. Donc voilà, il a fallu là aussi faire un peu ses preuves et se faire sa place. Alors qu'il n'y avait pas de raison, hein, puisque j'étais diplômée, mais voilà, c'est comme ça. Et puis ensuite, j'ai quitté l'armée. En 2015, je suis rentrée en école de gardien de la paix. Et en 2016, je suis sortie de cette formation pour rejoindre la spécialité secouriste CRS montagne, donc au sein de la police nationale. Donc nos missions, c'est le secours à la personne en milieu périlleux. Avec des moyens héliportés, si la météo le permet, sinon par caravane terrestre. Moi, je travaille dans le département de la Savoie. Et donc là non plus, il n'y avait jamais eu de femmes depuis la création du secours en montagne, que ce soit les PGHM, les pelotons gendarmerie de haute montagne, les gendarmes ou les CRS montagne. Si, il y avait une femme, pardon, dans les PGHM en 2011. Et puis, il n'y avait jamais eu de femme, par contre, chez les policiers depuis la création, donc dans les années 56-57. Voilà, donc beaucoup de premières, beaucoup de défis, beaucoup de métiers passionnants
et, euh, et beaucoup d'expériences incroyables, voilà, au sein de mes institutions. Donc, j'aurais fait l'armée de terre, j'aurais fait la police nationale. Et aujourd'hui, j'ai aussi enchaîné avec le challenge de concilier ça avec le métier de maman. Euh, c'est quoi initialement qui t'a poussé à pousser les portes de l'armée comme ça? Est-ce que tu te prédestinais à ça? Est-ce que dans ta famille il y avait des militaires, par exemple? Alors non, pas du tout. Moi, j'avais pas du tout prévu d'être militaire. Moi, j'avais un piercing au nez, j'avais une dreadlock dans le cou et je mettais des pantalons bariolés africains pour aller grimper. Et c'était pas du tout dans mes options que de rentrer à l'armée de terre. Et j'étais loin d'imaginer que ce soit l'armée de terre ou la police nationale, qu'il y avait des métiers aussi fun, comme d'être payé à faire de l'alpinisme, par exemple. Par contre, j'adorais l'alpinisme, j'adorais être dehors, j'adorais aller en montagne. Ça, c'était vraiment mon truc. Et je cherchais un moyen d'avoir le plus de temps possible pour aller en montagne. Donc au début, je me suis dit, je vais faire prof, parce que je me suis dit, mes parents sont profs, ils avaient des vacances scolaires quand même, ça laisse quand même pas mal de temps, même si c'est pas idéal. Bon. Et puis après, je suis partie 1 an aux États-Unis quand j'étais au lycée. Et aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même état d'esprit pour, on va dire, envisager un avenir professionnel. Ils n'ont pas le même rapport à l'argent. Du coup, là-bas, d'abord tu oses, ensuite tu doses. Voilà, je crois que c'est Christophe Moulin qui avait dit ça en parlant d'alpiniste. D'abord tu oses, ensuite tu doses. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'être ambitieux. Voilà, l'ambition en France, c'est un petit peu prétentieux. C'est pas très bien vu là-bas. L'ambition en France, c'est valorisé. Et l'échec est valorisé. Ça veut dire que tu as tenté, ça veut dire que tu as mis des choses en place pour aller vers ton objectif. Et même si tu as raté, tu as quand même appris des choses le long du chemin. Et peut-être que ton objectif fixé au début, c'était peut-être pas tout à fait le bon. Il faut peut-être un peu rectifier le tir et partir sur autre chose. Donc, au bout d'1 an aux États-Unis, il n'y avait pas encore Barack Obama, il n'y avait pas encore Yes Weekend, mais il y a vraiment déjà cet état d'esprit de vas-y, ose et tente et fais des trucs. Enfin, voilà, et si tu rates, c'est pas grave à la limite. Donc, je suis partie là-bas avec ma vision de française lycéenne en me disant, bon, d'abord, je fais prof de maths, et puis si ça se passe bien, j'irai plus en montagne et peut-être vivre de la montagne, sans imaginer faire guide, parce qu'à cette époque-là, il y a seulement 5 ou 10 femmes guides en France et ça me semblait même pas un métier. Et puis en fait, en revenant des États-Unis, je me suis dit, bon, allez, d'accord, tu vas à fond dans la montagne. Et puis de toute façon, le prof de maths, tu sais que tu peux le faire, tu fais des études, et puis de moment, tu passes ton concours, tu le rates 1 fois, 2 fois, mais de moment, tu peux l'avoir quand même. Ce qui apèse de maths, là, ça doit pas être quand même, ça n'est pas l'Everest non plus, quoi. Donc je me suis dit, on fait l'inverse. D'abord, on fait à fond de la montagne. J'ai fait un peu des études pour faire plaisir aux parents, mais après, je suis vite allée à Chamonix faire des petits boulots. D'abord à fond la montagne, et puis on verra si ça débouche sur des choses. Et puis au pire, si vraiment je trouve rien, au bout d'un moment, je passerai prof de maths. Voilà, c'est vraiment cet état d'esprit américain qui m'a fait un petit peu aller tout de suite, à 21 ans, habiter à Chamonix. Et suite à ça, ça m'a permis de pratiquer plus, de me faire repérer pour rentrer dans les équipes nationales d'alpinisme féminine qui venaient d'être créées à l'époque. Il y a toujours eu des groupes féminins dans l'histoire de l'alpinisme depuis la création du CAF en 1876. Mais c'était la première fois qu'il y avait un groupe féminin avec des objectifs de haut niveau, de performance, qui sont des valeurs en général plutôt masculines. Les femmes, elles allaient en montagne, on les encourageait à aller en montagne pour être en bonne santé, pour être de bonnes reproductrices, mères, etc. C'était les valeurs du sport de l'époque. Et là, avec les femmes, donc en 2005, il y a un groupe féminin d'alpinisme de haut niveau, c'est assez nouveau. Et ça m'a permis de me faire repérer donc, pour le groupe militaire de haute montagne. Et c'est parti de là, voilà, cette envie d'aller en montagne et d'aller vers ces institutions, en fait. Voilà. Et donc, c'est quand l'armée est venue me chercher, le commandant, il a dit, on aimerait bien avoir une femme pour voir. Donc, il a proposé à toutes les femmes du groupe. Ça me faisait très peur de rentrer à l'armée, qui est une institution très, très masculine, et aussi qui a une image très dure et très rigide et très stricte et très exigeante. Ça me faisait un peu flipper, mais en même temps, là, on me proposait d'être payé à grimper du lundi au vendredi, de partir en expédition dans le monde entier. Sur le papier, ça avait quand même vraiment l'air bien, quoi. Du coup, je me suis dit, vas-y, t'y vas. Au pire, de toute façon, tu démissionnes. C'est pas non plus un engagement de fou, quoi. Au pire, tu t'en vas, tu casses ton contrat. Tu deviens déserteur s'il faut. Si vraiment tu peux plus, tu supportes pas, et puis tu t'iras plus jamais dans les institutions, et c'est pas grave. Donc, je me suis dit, il n'y avait pas non plus beaucoup à perdre que de tenter de rentrer dans ces institutions. Et puis, la surprise était totale parce qu'en fait, déjà, c'est pas si strict et si rigide que ça. C'est comme partout. Si tu t'entends bien avec machin et machin, t'as plus de facilité de progression. Il y a beaucoup de copinage.
Ah voilà, c'est comme partout, quoi. Et puis oui, il y a des règles, mais finalement, c'est bien parce que tu sais où t'en es. Les gens, ils sont en uniforme, bah voilà, tout le monde habillé pareil, tu as les grades, donc tu sais à qui tu t'adresses, tu sais si c'est un chef, un grand chef, un petit chef ou pas un chef du tout. Et ça te met dans des postures quand même parfois plus agréables que des fois, ben, c'est vrai qu'en entreprise, tout le monde s'habille un peu comme il veut, tu sais pas qui est qui. Bon, je trouvais ça pas il y avait des avantages, voilà, comme ça, je trouvais vraiment chouette. Et puis c'est vraiment un monde à part. Là-bas, à l'armée, on n'a pas des salaires, on a des soldes, on n'a pas des vacances, on a des permissions, on n'a pas une retraite, on a une pension. Donc c'est vraiment un monde à part. Et donc le vocabulaire aussi, il est vraiment différent dans le quotidien. Il y a des expressions qui sont vraiment très rigolotes. Enfin, moi, j'ai passé vraiment des super moments avec mes collègues militaires. Enfin voilà, par exemple. On dit go no go, go no go. Alors au début, quand ils te disent ça, les collègues, go no go, tu comprends pas trop. Puis en fait, ça veut dire go, comme aller en anglais, no go, donc ne pas aller. Donc soit tu vas pas, quoi. C'est go no go. Et ça, c'est en rapport à l'utilisation d'une certaine arme que je connais pas du tout parce que je n'étais pas du tout formé à l'usage des armes. Mais en tout cas, il y a cette option de go no go. Ou les OPEX. OPEX, au début, c'est quand même des mots qu'on n'utilise pas dans le civil, les opérations extérieures. Voilà. Enfin, c'est plein de petits mots comme ça. C'est vraiment un monde à part et c'est très rigolo. Ils ont beaucoup d'humour. Moi, je me suis bien marrée. C'était plutôt une bonne surprise. Et puis surtout de voir qu'il y avait des jobs qui étaient absolument incroyables, quoi. Donc, que ce soit le groupe militaire d'haute montagne avec les expéditions et les entraînements, ou instructeur à l'école militaire d'haute montagne, où là, j'emmenais des chasseurs alpins qui étaient super entraînés, qui étaient vraiment motivés, et on faisait des super courses. Des courses que j'aurais pu faire avec des clients, on va dire classiques dans un bureau des guides, mais moins régulièrement, moins souvent, quoi, parce que les clients, ben, souvent, ils découvrent un petit peu l'alpinisme, mais au fur et à mesure, tu as des clients qui progressent et que tu peux emmener vers des courses plus exigeantes, mais c'est pas le même rapport, parce que là, quand tu es formateur, ben, en fait, quelque part, que ton client il soit content ou pas content, enfin, ton stagiaire, en fait, c'est pas tellement ton problème, en fait, il faut qu'il montre ses capacités et il faut que ça avance, quoi, donc c'est pas du tout les mêmes rapports et les mêmes exigences. Et puis voilà, une petite anecdote, là, des trucs de dingue que j'ai pu faire avec l'armée, alors que je suis seulement aspirant guide de haute montagne, donc encore en formation pour finir le diplôme. Je me retrouve, on était 2 guides au début et l'autre guide était malade, il n'y avait pas d'autres guides de disponibles. Bon, bah voilà, je me retrouve en tête de file à emmener la section éclaireur montagne, la SEM. Donc, chez des jeunes sergents qui seront. Donc, ils sont en formation de sous-officiers, mais plus montagne, donc section éclaireur de montagne. Donc là, j'ai 23 stagiaires. Et moi, je suis devant et je les emmène tous au Mont Blanc à la queue leu. Et c'est moi qui leur donne les consignes d'encordement, de cramponnage et qui décide des horaires et qui décide de pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment une expérience incroyable, à savoir que dans le civil, un guide, il emmène 2 clients, pas plus. Et donc là, j'étais aspirant guide et j'avais 23 stagiaires. Alors, d'un point de vue civil, ça semble complètement fou et débile et super dangereux. Mais en fait, bah, les stagiaires, déjà, ils étaient formés, ils étaient entraînés. Et bien sûr que pour eux, c'était exigeant et challenging. Mais en fait, c'est un peu le but de l'institution aussi, c'est de préparer les gens, ben, malheureusement, j'ai envie de dire, à aller faire la guerre. Et donc, finalement, monter sur le Mont Blanc, si on trouve que c'est déjà trop risqué, bah, il faut faire un autre métier, quoi. C'est ça qui est un petit peu parfois en décalage avec le civil, je pense, et qui est parfois incompris par les civils, à juste titre, hein, mais donc voilà, j'ai pu faire des choses de fou. Enfin, j'ai jamais dormi autant dans un igloo qu'avec l'armée. Dans le civil, on s'amuse pas à faire ça. On dort au chaud dans un refuge sous une couette. Enfin voilà, c'était assez incroyable. Et ensuite, la police nationale, bah, c'est pareil. Moi, j'étais à des années-lumière d'imaginer la police. Donc la police, c'est la gendarmerie. La police, c'est plutôt dans les commissariats, dans les grandes villes. Et les gendarmes, c'est plutôt en province, dans les plus petites villes, et ils travaillent dans des brigades. Donc je savais qu'il y avait des gendarmes qui faisaient du secours en montagne, c'est les pelotons gendarmerie de haute montagne parce qu'ils ont le massif du Mont Blanc. Mais dans les autres massifs, en fait, il y a l'alternance entre les gendarmes et les policiers. Et donc, je ne savais pas, quand j'ai commencé l'alpinisme, qu'il y avait des policiers aussi qui faisaient du secours en montagne. Et je l'ai découvert un petit peu plus tard. Je suis rentrée à l'école de police, j'avais 30 ans. Et c'était plutôt une bonne surprise, voilà, de voir qu'il y avait cette spécialité. Et aussi, une deuxième bonne surprise, c'est que j'ai rencontré beaucoup plus de bienveillance, le fait d'être une femme dans la police nationale, parce qu'ils ont besoin des femmes en police nationale. Donc la raison la principale qu'on m'avait donnée, c'était que ils font une patrouille de sécurité, il y a 3 agents et il faut qu'il y ait une femme parmi ces 3 agents, parce que s'ils arrêtent une délinquante et qu'ils doivent, pour leur sécurité, lui faire une palpation de sécurité, voir si elle n'a pas d'arme sur elle, c'est une femme qui palpe une femme. Et donc s'il n'y a pas de femme dans la patrouille, ça peut être compliqué pour les policiers.
Donc, ils ont vraiment besoin des femmes sur le terrain. Et puis, moi, quand je suis rentrée dans la spécialité CRS Montagne, qui est réputée la spécialité la plus dure de la police nationale, l'équivalent du RAID, des forces spéciales, dans un autre domaine, évidemment, le domaine de la montagne. Donc, moi, quand au début, je disais que je voulais aller au secours en montagne, à l'école, ils m'ont regardé en mode non, mais de toute façon, c'est mignon, mais t'as aucune chance. Mais ils savaient pas que j'étais guide de montagne. En tout cas, de toute façon, ils connaissaient pas vraiment ce diplôme et cette spécialité. Et puis, quand je suis rentrée, bah, finalement, il y a eu une bonne. J'ai ressenti de la bienveillance de la part de mes supérieurs qui se sont dit, ah, mais maintenant, s'il y a des femmes, en fait, on va pouvoir ouvrir notre recrutement à la deuxième moitié de la population et éventuellement améliorer les recrutements parce que c'est des spécialités, bah, ils ont du mal à recruter parce qu'il faut que voilà, c'est des montagnards. Les montagnards, ils n'ont pas forcément envie d'être policiers et les policiers sont pas forcément montagnards. Et donc, du coup, trouver des gens qui sont capables d'avoir ces deux compétences, c'est pas forcément évident. Mais si tu permets aux femmes de venir, si tu leur donnes un peu plus si tu mets des choses en place pour les faire venir, si tu casses un peu ces clichés, si tu vraiment leur fais comprendre qu'elles seront bienvenues dans cette spécialité, dans l'institution, bah oui, forcément, elles vont venir en fait, parce que c'est des jobs qui sont hyper intéressants, qui sont valorisés socialement, financièrement, et donc il n'y a pas de raison que les femmes, elles aient pas envie de venir, quoi. Mais il y a des choses à mettre en place pour que ça se passe, par contre. Voilà, donc deuxième bonne surprise en arrivant à la police nationale également. D'accord. Il y a, dans ces institutions, j'imagine qu'il n'y a pas de différence de salaire entre un homme et une femme, en théorie, en tout cas sur le papier. En tout cas, sur le papier, ouais. Non, dans la fonction publique, comme les femmes, évidemment, ils ont les mêmes grilles de salaire et les mêmes salaires, mais malheureusement, on remarque que les femmes, elles montent moins en grade. Alors, ça s'appelle le plafond de glace. J'ai appelé mon livre le plafond, pardon, ça s'appelle Les phénomènes du plafond de verre. Moi, j'ai appelé mon livre le plafond de glace. C'était un conseil de l'éditeur, mais c'était une très bonne idée. Le plafond de verre, qu'est-ce que c'est? C'est ce phénomène qui fait que dans les entreprises, il y a un moment, eh ben, dans la hiérarchie, les femmes, elles montent plus. Euh, bon, ce terme, il a été imaginé pour les femmes, mais ça peut aussi s'appliquer aux personnes racisées, handicapées, voilà, toutes les minorités, évidemment. Euh, et elles montent plus pour plein de raisons, soit parce que syndrome de l'imposteur, elles n'osent pas demander une augmentation, elles n'osent pas demander un poste à responsabilité, elles pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles sont pas suffisamment légitimes, ou alors on leur fait pas confiance pour aller sur ces postes-là, on les nomme pas. Et ensuite, il y a aussi la problématique des maternités, parce que surtout en France, les congés maternité sont quand même beaucoup plus longs que les congés paternité. Donc là, ça fait des énormes différences au niveau des carrières, ça fait des gros trous dans les CV. Enfin voilà, du coup, ça c'est un peu le plafond de verre qui existe aussi malheureusement dans la fonction publique. Et donc, monter en grade, moi j'ai perdu à chaque grossesse, donc j'ai 2 enfants, je perds 10 mois. Il y a 10 mois où je peux plus vraiment monter dans l'hélico, faire de l'expérience et travailler à 100%, quoi. Et alors que mes collègues, ben, congé paternité, c'est 28 jours. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un truc qui va pas à ce moment-là. Et que moi, je pense que la solution, c'est pas évidemment, de pas réduire les congés maternité parce qu'on peut pas aller plus vite que la nature, mais de rallonger ces congés paternité et d'obliger les hommes à être absents plus longtemps, parce qu'il n'y a pas rien à faire à la maison hein, quand il y a un bébé qui arrive, évidemment, à être absent plus longtemps du travail pour rééquilibrer un petit peu les carrières des hommes et des femmes. C'est une des solutions qui est possible et qui progresse, hein, parce que premier enfant, mon compagnon avait 11 jours, et là, deuxième enfant, il en a 28. On progresse. Les pays nordiques, c'est 4 mois. Mais on y vient. Ça va dans le bon sens. Euh, donc, voilà. Et ce plafond de verre, voilà, fait que bah, les femmes, au final, elles seront moins payées. D'accord. Et qu'est-ce qui. T'as parlé de ce qui allait bien, on va dire, ou des bons souvenirs dans l'institution. C'est quoi qui t'a fait quitter l'armée et que tu remarques, peut-être pas forcément qu'avec ton expérience personnelle, mais peut-être les autres femmes avec qui t'as peut-être échangé, qui sont dans l'armée ou qui étaient dans l'armée peut-être? Alors, ouais. Alors moi, j'ai quitté l'armée parce qu'à ce moment-là, je suis caporal-chef. Donc là, caporal-chef, je gagnais 1 350 € avec mon ancienneté. Et j'allais pas beaucoup monter, on va dire, en salaire. Donc c'est pas beaucoup. Enfin, quand tu as 23 ans, tu te dis, ouais, c'est ouf, c'est génial, je suis payé pour la montagne. Puis après, quand tu as 30 ans, tu fais, ah ouais, mais en fait, là, il faut quand même que je commence à m'acheter des lunettes et aller chez le dentiste. Et du coup, ça fait pas beaucoup d'argent. Et puis, j'aimerais bien avoir un petit appartement, en fait. J'en ai marre d'habiter dans une chambre de l'institution. Donc, j'ai demandé à monter en grade. Et on m'a dit non, que j'avais pas le potentiel. Alors que sous-officier, c'est niveau bac.
Et moi, j'avais un bac+3, donc j'avais le niveau d'études pour présenter au concours d'officier. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé et vraiment gonflé. Donc là, je me suis dit, bon, ben, ça va être compliqué. Je vais peut-être pas rester dans cette institution vu que je peux pas progresser. J'ai demandé à passer le monitorat, à ce qui me finance le monitorat de ski alpin, ce qui était déjà le cas pour d'autres collègues, parce qu'il y a besoin de moniteurs de ski à l'école militaire de haute montagne pour enseigner le ski alpin. On m'a dit non, t'as pas le potentiel. Bon, bah, aujourd'hui, je suis monitrice de ski alpin. J'ai pas fini mon diplôme, mais j'ai passé les plus grosses barrières techniques. Donc j'avais pas le potentiel. Ça restait à voir. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, là, je suis un peu dans l'impasse. Ok, le job, il est super. Ok, les collègues, ils sont sympas. Je passe des bons moments, mais voilà. Et puis, c'est vrai que aussi d'être la seule femme sur 30 instructeurs, ben, même si les collègues, ils sont cool, t'es quand même toute seule. T'es toute seule en déplacement, dans ta chambre. Bah, t'es toute seule, voilà, avec tes centres d'intérêt de nana, quoi, on va dire. Et puis, bon, et alors au début, il y avait les blagues, évidemment, les blagues sexistes. Dès que je prenais la bagnole, oh, femme au volant, me retournant. Ou alors les photos, il y en a qui prend sa bite en photo, qui la montre à tout le monde. Voilà, bon, ça, c'est deux, trois trucs qu'il a fallu un petit peu recadrer. Voilà, j'ai pris tous mes collègues, je leur ai dit, bah, femme au volant, me retournant, quand je prends la bagnole pour emmener les stagiaires avant de partir faire une course en haute montagne, des choses qui sont quand même techniques, qui sont engagées, qui sont dangereuses. J'ai pas envie de l'entendre, en fait. J'ai pas envie d'entendre dire que les femmes, elles savent pas conduire, alors que là, voilà, moi, j'ai des responsabilités qui sont quand même autres que de conduire une bagnole. Donc, ça, je veux plus l'entendre. Et ça, ils l'ont très bien entendu, ils l'ont très bien compris. Et après, c'était fini. Faire la bise le matin, voilà, faire la bise 30 fois le matin, par exemple, je leur ai dit, bah non, en fait, on va se tirer la main parce que là, j'ai pas que ça à faire. L'hiver, vous avez tous la chenouf, là, ça coule de partout les nez. Moi, je veux pas faire des bisous à tout le monde tous les matins. Voilà, ça, c'est des petites choses qu'il a fallu mettre en place et qui ont été par la suite très bien comprises et acceptées. Mais voilà, t'es quand même toute seule, en fait. T'es quand même toute seule. C'est quand même moins fun. Et puis, bah, eux, ils sont une bonne équipe, ils sont sympas, c'est rigolo, mais voilà, c'est pas pareil parce que hommes et femmes, et ben, depuis bébé, on est éduqués très différemment. Ça s'appelle la socialisation genrée. À partir du moment où tu es socialisé, tu rentres dans la société, et on est un animal social, l'humain, sinon on serait mort. Et ben, du coup, tu es forcément genré. Tu es obligé de choisir entre petite fille ou petit garçon. Et une fois que tu as choisi, enfin, qu'on t'a imposé en fonction de ton sexe qui a été observé à la naissance, et ben, on te colle aussi tous ces clichés qui vont avec. Donc, si tu es une petite fille, ben, on te demande d'être plutôt douce, gentille, souriante et tu as le droit de pleurer. Et si tu es un petit garçon, tu as le droit d'être chahuteur, de prendre toute la place, mais tu n'as pas le droit de pleurer. Voilà, et tu dois mettre du bleu et des petits dragons, et les filles doivent mettre du rose et des petites princesses. On en a encore beaucoup là en 2023. Vous allez dans un magasin, vous voulez acheter une bavette, juste une bavette, et ben si elle est bleue, ça va être écrit fort comme papa, et si elle est rose, ça va être écrit belle comme maman. Ça existe encore en 2023, il n'y a pas besoin d'aller très loin, tu vas à l'Intermarché à côté de chez toi, et les clichés ils sont là, ils sont partout. C'est la socialisation genrée. Bon, bah, les conséquences, bon, déjà sur le monde du travail, elles sont énormes. Et donc, du coup, les relations sociales aussi, elles sont énormes. C'est vrai que du coup, on a plus d'affinité avec les filles, entre filles, que les garçons, et les garçons entre les garçons. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, tu es un peu toute seule. Voilà, tout ça pour dire que, entre autres, que du coup, voilà, c'est un peu ennuyeux. Donc, c'est pour ça qu'au bout de 7 ans d'armée de terre, j'ai passé le concours de gardien de la paix et j'ai demandé à rejoindre la police nationale. Voilà, des raisons financières, des raisons sociales, on va dire, amicales, et puis bah, des raisons aussi ouais, financières, enfin, de ne pas pouvoir progresser dans l'institution pour des raisons bah, pas très justifiées, quoi. Ça m'a un petit peu mis les boules quand même, quoi. Donc, je suis partie sur autre chose. Et est-ce que tu penses que ça aurait été différent dans un autre corps d'armée, tu vois, par exemple dans l'armée de l'air ou la marine, ou tu penses que c'est inhérent à l'armée Dans de la terre? marine, dans la marine, je crois que ça aurait été pire. Des quelques femmes que j'ai rencontrées qui ont malheureusement bossé dans la marine, ouais, elles m'ont raconté quand même des scènes de harcèlement sexuel que j'ai aussi vécu à l'armée, hein, mais des remarques sexistes quotidiennes, tout le temps, même après une petite mise au point, même après discussion, même après des plaintes auprès des supérieurs, ça ne progressait pas. Malheureusement, dans la marine, moi, j'ai échangé avec quelques-unes et ça faisait quand même assez peur. À côté, moi, mes militaires, mes chasseurs alpins, là, c'était vraiment des bisounours. Et puis l'armée de l'air, non, je connais pas du tout. J'ai jamais échangé avec des femmes dans ces milieux-là. De façon générale, tu penses quoi de ces questions-là de sexisme dans l'armée? Parce que c'est vrai que quand on est, quand on le vit pas ou quand on le connaît pas trop, quand on découvre un peu le militaire, on nous dit tout le temps que la femme est un soldat comme les autres, que en opération extérieure, il n'y a pas de enfin, une femme doit porter
le même sac qu'un homme, même s'il y a des différences chez les parachutistes ou ce genre de choses. Ça, c'est forcément des éléments de communication. Qu'est-ce qu'il en est de toi, de la réalité que tu as pu percevoir? Alors, déjà, c'est que cette socialisation genrée, ces remarques sexistes, bien sûr qu'à l'armée, ça existe, mais en fait, ça existe dans ton quotidien. Moi, quand j'appelle mon électricien parce que j'ai un souci avec mon panneau électrique dans mon appartement et que je lui dis que je ne serai pas là, mais que mon compagnon qui fait du télétravail pourra l'accueillir, il me répond, ah, bah, c'est bien parce qu'il connaît sûrement mieux l'installation que vous. What? Pardon. Alors, à savoir que mon compagnon, voilà, il sait à peine mettre un clou pour accrocher un cadre au mur. Voilà, c'est pas son truc du tout. Le bricolage, mais alors pas du tout, il en a rien à foutre. Et il y a des professionnels et des artisans pour ça, et il les paye et ça lui va très bien. Donc, c'est au quotidien. Moi, quand je loue un camion un peu large pour mettre mes meubles pour mon déménagement et que je fais un créneau pour aller chercher un canapé chez un gars que j'avais trouvé sur le bon coin et qui me félicite parce que j'ai fait un beau créneau, alors que sa femme, à chaque fois qu'elle passe, elle bune sa voiture. Bah non, là, je peux pas rester calme, en fait. C'est pas parce que sa femme ne sait pas conduire que toutes les femmes ne savent pas conduire, voilà. Donc, en fait, c'est bien sûr que ça existe à l'arme de terre, mais ça existe en fait partout au quotidien. Il faut être hyper vigilant pour arrêter ça et les contrer. Et puis ça prend beaucoup d'énergie pour dire à ton voisin, à ton copain, à ton collègue, bah écoute, en fait, ça, c'est un peu déplacé, c'est hyper cliché, c'est pas vrai, en fait. C'est pas parce que tu as vu une fois dans ta vie une fille qui faisait comme ça que toutes les filles du monde font comme ça et vice-versa pour les garçons. Et le problème, on va dire, dans ces institutions comme l'armée de terre, c'est que par contre, c'est des endroits où on peut se permettre de faire des blagues sexistes et de continuer à entretenir ces clichés sexistes sans conséquence. C'est-à-dire qu'il n'y a personne autour qui va. Il n'y a aucun supérieur ou collègue qui va dire au gars, écoute, là, tu vas un peu loin, regarde, là, si tu mets mal à l'aise ta collègue, c'est déplacé ce que tu es en train de dire, c'est un cliché et c'est pas vrai, quoi. Euh, parce que... et ça, du coup, ça laisse, on va dire, un peu plus libre cours à cette ambiance, bah, voilà, de laisser courir ces clichés sexistes. En plus, souvent, les femmes sont en très grande minorité. Donc, du coup, c'est compliqué quand tu es la seule nana et qu'en plus, c'est ton super hiérarchie qui te fait des remarques. Bah non, franchement, tu peux rien faire, en fait. T'es coincé. Tu peux pas lui rentrer dedans, dans ton chef. Pour peu qu'il le prenne mal, bah, du coup, derrière tes permissions, parce que ça m'est arrivé, tu les poses plus quand tu veux. Enfin, tu te retrouves avec des missions bizarrement les plus pourries. Enfin, c'est... Voilà. Donc, c'est assez compliqué quand tu es toute seule de te démettre avec ça. Alors la femme est un soldat comme les autres, bah non, pas du tout en fait. Et c'est ça qu'il faut réussir à prendre en compte. Alors je sais qu'il y a eu des gros efforts de fait au sein de l'armée, bah, des référents, des référentes qui ont été mises en place pour parler, bah voilà, si tu as été victime de discrimination sexiste, de blagues sexistes, d'agressions sexuelles, bah, il y a des référentes, tu peux aller en parler avec elles, mais moi ce que je reproche encore à l'armée, c'est que bah, ces référentes ne sont pas forcément formées. On a dit, bah, tiens, toi, tu seras la référente, et puis si vous avez un problème, vous avez qu'à venir lui parler à elle. Bon, déjà, en fait, cette personne, bah, c'est une officier. Et en fait, quand tu es caporal-chef, ben, même si c'est ton officier référente pour parler de ses problématiques, bah, ça reste une officier, en fait. Et donc, quand tu es caporal-chef des officiers, bah, tu t'en méfies un peu quand même. c'est une autre, c'est une autre caste, voilà, c'est comme ça dans l'armée. Donc, c'est pas évident d'aller se confier à une officier et de lui raconter qu'il y a un autre officier qui a pas des comportements adéquats, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est maladroit, par exemple, ce genre de choses. Alors, il y a une réelle volonté, mais je pense que ça manque de formation, voilà. Ça manque encore de moyens. Des solutions, il y en a, la discrimination positive, les quotas. Voilà, après, il faut faire des formations, il faut communiquer là-dessus, sur les blagues sexistes, le harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est, lire des textes de loi, à savoir que le harcèlement sexuel, ben, c'est pas juste, c'est pas des gestes, en fait. Moi, je pensais que c'était que quand on se faisait coller contre la conscience photocopieuse et qu'on se prenait des mains sur les fesses, mais en fait, non, des mots suffisent. Des mots suffisent qui mettent à mal une personne. Et le harcèlement sexuel, ça peut être aussi un mot, enfin, tu as une phrase ou une remarque répétée une fois par une personne, mais s'il y a 30 personnes dans le groupe et que chaque personne fait une phrase, bah en fait, là, ça devient du harcèlement, parce que la victime, elle a entendu 30 fois des phrases déplacées à connotation sexuelle en raison de son sexe. Donc là, ça devient du harcèlement. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont inscrites dans le code pénal, que j'ai découvert quand j'ai fait du coup, l'école des gardiens de la paix et étudier le code pénal et le code des procédures pénales que je n'avais pas vraiment bien pris conscience avant. Enfin, et voilà, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses à mettre en place, et il faut faire appel à des professionnels.
sur ces questions de genre, d'égalité et de discrimination. Et à l'armée, il y a des volontés, mais je trouve que ça manque encore de moyens et de formation. Ouais. Ouais, sachant qu'en plus l'armée, ça reste une institution très vieille, forcément, parce que de tout temps il y a eu l'armée, mais très conservatrice et très traditionnelle. Tu vois, je pense à certaines traditions dans des régiments ou dans des écoles qui semblent un petit peu anachroniques quand tu vois ça un peu de l'extérieur. Euh, et le fait qu'il y ait cette vision de la femme, tu vois, par exemple, quand tu vois les clubs des épouses ou ce genre de trucs, tu penses, toi, que c'est une institution qui peut évoluer aussi rapidement que la société actuelle, où aujourd'hui c'est beaucoup plus normal de croiser des gens qui disent qu'ils sont non-genrés, de voir des dessins animés sur Netflix où il y a ce discours qui est mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça avance, ça peut avancer dans ce sens, ou tu penses qu'il va vraiment un jour y avoir un plafond de glace réel, en tout cas pour l'institution? Alors non, je pense que l'armée a vraiment la ressource pour suivre l'évolution de la société et qu'on est au plus proche. Alors bien sûr, il y a des traditions qui restent et c'est quelque chose que moi j'avais trouvé quand même plutôt chouette. Par exemple, moi avant d'être militaire, honnêtement, j'avais jamais fait une cérémonie du 11 novembre. C'est pas que j'en ai un affiche, mais c'est vrai que le 11 novembre c'est férié, tu te dis chouette, tu vas faire autre chose. Pareil pour le 8 mai, hein, on va pas se mentir. Et en fait, c'était super important de se retrouver dans ces moments-là, de voilà la mémoire et puis de se rappeler tout ça. Après, c'est important de remarquer que sur les monuments aux morts, il y a que des noms d'hommes, comme si les femmes, elles n'avaient pas participé à l'effort de guerre, comme s'il y avait aucune femme à la deuxième guerre, à la première guerre qui était là. Alors voilà, bien sûr que le travail de mémoire, il est hyper important. Les traditions, je pense qu'il y a des choses importantes à garder, mais il faut aussi réussir à se réadapter et à coller aux besoins de la société. Ouais, alors les clubs des femmes d'officiers, ouais, bah, c'est sûr, ça peut toujours un peu sourire, mais en fait, c'est super important pour les femmes de se retrouver ensemble. Moi, je suis évidemment avec le club Lead the Climb en alpinisme, on prône la non-mixité. C'est hyper important pour les femmes de se retrouver entre elles. Euh, et puis, bah, femme d'officier, bah, c'est pas rigolo, en fait, parce que ton compagnon, il est muté tous les 4 ans et que toi, tu dois le suivre. Et donc, pour avoir une carrière professionnelle et continuer à travailler, bah, en fait, c'est quasiment impossible. Et que je pense que c'est ça qui est à réfléchir. Et je pense que c'est en cours de réflexion dans l'armée, parce qu'il y a un taux de divorce chez les militaires qui est hyper important, parce qu'ils sont beaucoup en déplacement, parce que c'est exigeant, parce que voilà. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a de la ressource au niveau de, comment dire, il y a des belles choses qui se mettent en place. Moi, quand j'ai postulé, donc au début pour être instructeur montagne, et ben l'officier responsable directeur des stages, il avait dit, bah écoute, oui, bon, je sais pas trop. Bah, c'est sûr que ça faisait peur, hein, j'avais 25 ans, j'étais très jeune, j'étais diplômée, mais voilà, j'étais une petite jeune femme et ils avaient l'impression que j'allais pas réussir à me faire respecter par mes stagiaires, qui sont des militaires, des gros costauds, des bonhommes qui reviennent d'Afghanistan, et ils pensaient que j'allais me faire marcher dessus. Alors que bah non, c'est des stagiaires, ils ont appris à obéir et ils savent pourquoi ils sont là. Et voilà, j'ai pas eu de souci d'autorité avec mes stagiaires. Euh, et donc voilà, ils m'ont dit, bon, bah, on va d'abord faire un an, et puis si ça se passe bien, on prolonge ton contrat. Donc moi, j'étais un peu verte d'avoir un contrat précaire d'un an et qu'il fallait que je fasse mes preuves alors que j'étais diplômée, plus que d'autres instructeurs, parce que j'étais également monitrice d'escalade. Et il a fallu que ce soit les ressources humaines à Paris qui ont retoqué le commandant, qui lui ont dit, bah écoutez, on est en train de lui payer son diplôme de guide de haute montagne, elle est diplômée, sur papier, elle est compétente, donc en fait, vous la prenez, vous lui faites un contrat de 5 ans, point, vous n'avez pas le choix. Donc là c'est quand même chouette, en fait. Là, ça c'est bien fini. Mais par contre, j'ai aussi vu dans la gestion des ressources humaines, enfin voilà, des gars, ils demandaient le BCA, le bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, et ben on les mettait Chambéry. T'avais l'impression que c'était juste pour les embêter. Et ceux qui demandaient le BCA à Chambéry, on les mettait à Annecy. Alors qu'il y avait leurs femmes qui étaient plutôt sur Chambéry. Enfin, en vrai, c'était vraiment, des fois, tu avais des gestions qui étaient quand même vraiment inhumaines et vraiment à améliorer. Et le fait d'être une nana, ben, moi, j'avais eu l'impression qu'on m'en demandait encore plus. Fallait faire encore plus ses preuves pour pouvoir devenir sous-officier, encore plus ses preuves pour être instructeur, encore plus ses preuves pour être militaire de ski alpin et qu'on te fasse confiance. Donc, c'était encore plus compliqué. Mais non, je pense que l'armée a des ressources au sein des humains, enfin, voilà, des agents. Enfin, il y a vraiment des chouettes personnes, il y a vraiment des trucs à faire. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps donc, que la société. Bah, je sais pas, je suis pas sûre, hein, parce que bah, ce que je raconte dans mon livre, c'est l'alpinisme à travers l'armée, mais aussi l'alpinisme en général dans le civil.
dans le civil, il y a quand même encore du boulot, hein. C'est pas, c'est dans les fonds de vallée, c'est quand même pas gagné, hein, pour une meilleure égalité femmes-hommes. Pour revenir sur la question de la montagne, euh, le fait d'avoir eu autant d'expérience dans les montagnes avec un treillis ou pas en civil, euh, ça t'a appris quoi sur tout ce qui est leadership et sur ce qui est, justement, tu parlais de confiance en toi, d'ambition. Concrètement, c'est quoi les leçons que tu as que tu as appris jusqu'à maintenant que tu aimerais repartager à une jeune femme qui s'intéresse à tout ça, au jeune homme d'ailleurs? Alors, je dirais que moi, ce qui me faisait mal quand j'étais dans ma carrière et qu'il y a des choses qui marchaient pas, que je pouvais pas, par exemple, le groupe militaire d'haute montagne, je suis partie au bout de 3 ans et demi. En moyenne, les alpinistes, ils restent 10 ans. J'ai pas réussi à me faire ma place, j'ai pas réussi à être crédible auprès de mes collègues. Quand ils partaient faire des grandes courses, il y avait toujours une excuse pour pas m'emmener, en fait. Donc au début d'un moment, tu te dis, bon, c'est sympa, mais en fait, je fais toujours partie de l'équipe B, je suis toujours sur le banc des remplaçants. Alors, je culpabilisais, je me disais, mais ça se trouve, c'est parce que je suis pas assez forte, alors je m'entraînais plus dur. C'est peut-être parce que je suis pas assez sympa, alors j'étais encore plus souriante. C'est peut-être parce que. Et en fait, non, le problème, c'est pas toi, Marion Poitevin. Le problème, c'est cette représentation des femmes par la société. C'est voilà, on est dans une société patriarcale qui écrabouille les femmes depuis quelques millénaires. C'est en train de basculer doucement. Le féminin, les valeurs féminines sont en train d'être un peu plus valorisées et puis reconnues. Mais en tout cas, si voilà, tu peux te mettre il faut se mettre des objectifs ambitieux. Il faut aller dans ces institutions parce que si on se dit toujours, ouais, il n'y a pas de femmes, ça va être compliqué, du coup, il n'y en aura jamais. Enfin, voilà. Et forcément, c'est ceux qui sont avec eux. Donc, il faut évidemment y aller. Mais si ça marche pas, je dirais, c'est pas que toi la responsable, en fait. C'est qu'en fait, déjà, ces tests physiques, ils ont été pensés par des hommes pour des hommes. Donc, physiologiquement, on part déjà avec un train de retard. Nous, on n'a pas été entraînés petites à, aux mêmes compétences physiques des garçons. Ce que je raconte dans mon livre, c'est que moi, en quatrième, je fais une tête de plus que certains de mes collègues de ma classe, parce qu'en quatrième, il y en a, ils n'ont pas passé la puberté. Clairement, c'est encore des petits garçons. Quatrième, moi, j'étais réglée, j'étais formée, j'étais sportive. Euh, et pour autant, le barème en sport était plus facile pour moi que pour un garçon de ma classe. Donc, il y a des gars, ils faisaient une tête de moins que moi et ils devaient courir plus vite que moi pour avoir la même note que moi en sport. Je me disais, mais c'est quand même pas cool pour eux. Ils ont juste aucune chance. Non, mais en fait, ce qu'on veut te balancer, c'est que quand tu es une femme, que tu sois grande, petite, black, asiate, quand tu es une femme, tu seras de toute façon moins fort qu'un homme. Et c'est ce qu'on te dit quand c'est ce qu'on veut te renvoyer quand les barèmes sportifs à l'école, il est plus facile pour les filles. On pourrait le faire plus facile. Je sais pas, en course à pied, on voit bien que les blacks qui sont bien plus forts que les blancs. On pourrait se dire, les blancs, ils ont un barème plus facile en course à pied parce que physiologiquement, ils sont pas taillés pour, quoi. Mais non, le critère qui a été choisi, c'est le sexe. Et ça, c'est, voilà. Et depuis le début, c'est basé là-dessus. Donc, les femmes sont moins sollicitées physiquement, sont moins encouragées physiquement. Et donc, finalement, quand tu arrives dans le monde professionnel et on te demande de faire la même chose que les mecs, alors physiologiquement, en plus, c'est des barèmes qui ont été imaginés, des efforts qui ont été imaginés pour les hommes, forcément, ça joue pas. Enfin, on part avec un train de retard. Donc ça, je trouve que c'est important de savoir en tant que femme et de pas se culpabiliser, de pas non plus trouver tout le temps des excuses pour pas y aller et pas réussir, évidemment. Mais en tout cas, d'être bien consciente que on part avec un train de retard, qu'il va falloir travailler plus dur pour arriver au même niveau. Voilà, faut quand même tenter parce que s'il y a pas de femme, si on n'y va jamais, ça va jamais bouger, quoi. Et, euh, et que c'est pas toi, à ton petit niveau, qui va changer toute la société et changer tout ça, mais que du coup, si on met chacune une petite pierre à l'édifice, c'est sûr que ça bouge. Et surtout, il faut faire appel aux hommes. Il y a plein d'hommes alliés, il y a plein d'hommes au cours de ma carrière, moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, qui m'ont fait confiance et voilà, qui ont cru en moi, qui m'ont mise en avant. Euh, Par exemple, tiens, en tant que journaliste, toi, tu étais venu à la MHM, tu m'avais suivi à ce moment-là. C'était quand même une période où j'étais largement invisibilisée. J'ai très peu de photos, j'ai très peu d'articles de ce moment-là, alors que j'étais la première femme instructeur montagne depuis la création de l'école 80 ans plus tôt. Il y avait quand même un truc à faire, tu vois. Ben non, je devais être un instructeur comme les autres, donc on voyait pas pourquoi il faudrait plus parler de moi. Voilà. Et puis les journalistes, ils prenaient pas un peu le temps de creuser cette actualité et de s'intéresser au truc. Du coup, tu n'avais pas de parution, t'as pas d'article. Donc, du coup, pour en communiquer et faire connaître cette spécialité incroyable à d'autres femmes, c'est compliqué.
D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un espace où c'est toi qui fais ta promo, c'est toi qui racontes ton quotidien. Moi, je trouvais que je faisais un métier de dingue et c'était fou de partir tous les jours en montagne, dans le massif du Mont-Blanc, emmener des stagiaires entraînés et motivés. C'était un métier vraiment super. Et j'avais envie éventuellement qu'il y ait d'autres copines quoi, qui viennent avec moi, donc pour pouvoir en parler, pour pouvoir montrer que ça existait, parce que c'est pas très connu comme job. J'ai utilisé les réseaux sociaux à partir de 2012 et ça a pris de l'ampleur de plus en plus. Enfin, c'est vraiment un outil qui est fabuleux. Voilà, parce que aussi au niveau de la médiatisation, il y a encore du boulot pour valoriser les femmes. Hein. Il suffit d'ouvrir un magazine de montagne. J'ai fait un peu l'expérience avec un magazine qui récapitulait les grands moments. Par exemple, c'était, je crois, en 2021. C'est simple, hein, sur 100 pages, tu as 90 pages avec des gars, tu as 5 pages avec des cordées mixtes, donc en couple, et tu as 5 pages avec des femmes. Voilà, c'est ça la médiatisation des femmes en montagne. Voilà ce que je dirais aux femmes. Surtout, te culpabilise pas. Le problème, il est bien plus large que toi, mais surtout, vas-y, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je me souviens quand on s'était rencontrés à l'EMHM, je me souviens avoir proposé enfin avoir demandé l'autorisation pour faire un sujet sur toi et je me rappelle, je sais plus qui m'avait dit, ouah, c'est un peu trop cliché de parler de la différence homme-femme. Enfin, les femmes dans l'armée, c'est un peu cliché. Et c'était en 2015, je pense, comme ça. Ouais, j'étais instructeur de 2012 à 2015, ouais. Tu vois, je savais pas ça, mais voilà, c'est exactement ça. Je suis pas super étonnée. C'est simple, quand on faisait les rangs, et à un moment, il y avait un supérieur qui dit bon, là devant, il faudrait quelqu'un, là, un instructeur là, qui représente bien. Un peu par provocation, évidemment, mais je me suis dit, moi, je suis guideuse montagne, je suis la métier que les gars, pourquoi je représenterais pas bien? Je me suis avancée. Et c'est pas moi qui ont pris bizarrement pour mettre en avant, tu vois, sur les rangs, quoi. Après, tu vois, il y a un truc qui est aussi surprenant quand tu vois ça, c'est que la plupart des gens au sein de l'association qui m'ont dit cette phrase quand je proposais des sujets à des communicants, hein, qui d'ailleurs dans l'armée de terre, tu as dû le voir, peut-être 80% des communicants, ce sont des femmes. Tous les officiers presque quasiment, sauf exception en fait, sont dans certains, tu vois, la Légion, forcément, il n'y a pas de femmes, donc les communicants sont des hommes. Mais après, globalement, même dans des troupes de combat ou dans de l'infanterie, tu vois, troupes de marine, c'est quasiment que des femmes. Et à chaque fois qu'on m'a dit ah non, tu vas pas nous faire un sujet sur les femmes dans l'armée, c'est trop cliché, globalement, c'était des femmes qui me le disaient. Donc, tu vois, il y a quand même des. Je pense qu'il y a des blocages aussi qui sont. Alors, est-ce que c'est une question de syndrome de Stockholm ou je sais pas trop, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a. Non, non, c'est assez classique. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ce genre d'institution, si tu veux survivre quelque part, donc c'est des institutions très masculines, en fait, il faut que tu te masculinises pour pouvoir te faire ta place, être reconnu, être valorisé. Moi, je parle un petit peu de ça dans mon bouquin, mais j'ai imaginé cette expression, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis bonhomisée. Vraiment, tu as envie de faire partie de cette bande d'instructeurs qui sont sympas, qui sont rigolos, et tu as envie d'être l'un d'eux, en fait. Donc, en fait, il faut que tu deviennes un bonhomme et tu te bonhomises. Et c'est assez courant de voir des femmes, quand elles font des métiers entourées d'hommes, au bout d'un moment, elles ressemblent à des hommes, quoi. Elles ont des cheveux courts, elles ont des bannières un peu rustres, elles font des blagues de cul. Moi, je ne me suis jamais coupé les cheveux à la garçon, mais c'est vrai que pour le reste, j'étais quand même bien dans le thème, quoi. Tu t'habilles un peu comme eux, c'est-à-dire avec voilà, tu fais un peu moins gaffe à tes fringues, en fait. Tu t'habilles au bonhomme, tu fais des blagues pourries, enfin, de cul, quoi. Enfin, bref, tu as envie de faire partie de cette bande, tu as envie d'être un animal social, tu as envie de te socialiser, donc tu te fais influencer un peu par tes, par tes pairs, quoi. Tu as envie de faire partie de ce groupe-là. Donc, c'est assez classique pour les femmes d'adapter des comportements masculins dans une institution masculine parce que c'est ton moyen de survie. Et à partir du moment, en sociologie, ils disent qu'une minorité commence à pouvoir influencer sur la majorité à partir de 30%. On n'est quand même pas du tout dans la Légion, on n'y sera jamais, évidemment, mais c'est pas forcément le but de cette spécialité. Mais même dans les autres spécialités d'infanterie, on en est encore très très loin. Donc, les femmes, en fait, elles ont du mal à rester. Moi, j'ai eu du mal en tant que femme à rester femme. Je pense que j'étais pas la seule dans cette problématique. Et donc, du coup, de faire valoir le féminin dans ces institutions qui en plus ont pour mission finale, encore une fois, de faire la guerre, qui sont des valeurs très masculines, des valeurs, hein, je parle pas il y a les valeurs masculines, féminines, et après, il y a le sexe. Voilà, c'est la différence entre le genre et le sexe.
on peut avoir des valeurs très masculines tout en ayant un sexe féminin. Et l'inverse, c'est possible, évidemment. Mais c'est encore très mal vu dans notre société. Une femme qui se comporte en homme, ben, ça va, mais un homme qui se comporte avec des valeurs féminines, comme une femme, bah ça va pas. Parce que là, il va être assimilé forcément à un hétérosexuel, quoi. On va se demander s'il n'est pas PB. Et ça, dans l'armée, c'est encore un sujet encore très, très tabou et très compliqué. Donc, malheureusement, notre société, elle interdit aux hommes d'adopter des valeurs féminines parce que le risque, c'est que tu sois homosexuel. Alors qu'une femme qui adopte des valeurs masculines, bah, ça va. Une femme, elle peut mettre des pantalons, ça pose pas de problème. Un homme, il peut quand même pas trop mettre de jupe encore. Il peut mettre des kilts. Ouais. Pour revenir sur ça, sur cette question différence homme-femme, bon, ça nous prendrait un autre podcast de 3h30, mais quand tu dis il n'y a pas de... Que c'est intéressant quand tu dis qu'en gros la société quelque part, à travers les tests de sélection, les tests sportifs, etc., accentue ces différences. Et tu penses pas, ou qu'est-ce que tu réponds? Parce qu'aujourd'hui c'est très à la mode sur les sociaux, tu vois, avec les phénomènes red pill, tous ces trucs qui en plus sont boostés par les algorithmes et qui vont nourrir avec un biais de confirmation tous les gens qui sont déjà plus ou moins convaincus par l'idée qu'une femme est biologiquement pas pareille qu'un homme, qu'il y a une question de testostérone qui fait qu'il y a une construction différente musculaire, qu'il y a une question aussi de gestion des émotions qui est différente et qui explique, en tout cas sur cette théorie, tu vois, scientifique ou pseudo-scientifique, ou je sais pas, je suis pas scientifique, mais tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses qu'il y a vraiment 100% de problématiques sociétales en fait là-dedans? Oui, je pense que c'est 100%. Alors, il y a des nouvelles théories. Il y a d'autres théories aussi qui sont en cours parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui deviennent scientifiques, qui font donc du coup des recherches sur tout ça à travers les études de genre, que depuis le néolithique, donc la sédentarisation. Et ce sera à partir de là que se sera installée cette domination homme-femme parce qu'avant ça, ils ont retrouvé des ossements. Ils avaient imaginé que c'était des ossements d'hommes parce que c'était clairement des chefs de guerre avec des parures, avec des armes. Et sauf qu'il y avait un des chefs de guerre qui avait aussi un utérus et il y avait un squelette de bébé dedans, dans le squelette humain. Donc clairement, il y avait un truc. Et effectivement, avec les nouvelles technologies, ils se sont rendus compte que ces ossements, c'était aussi des ossements d'hommes. Et que ce mythe de l'homme dans la caverne qui va chercher des gros mâles, qui va chercher des gros animaux, chasser des gros animaux, et que quand il a envie de forniquer, il attrape sa femelle par les cheveux et va la sauter au fond de la caverne, en fait, ça, ce serait pas tellement vrai, mais ce serait notre vision de la société qui aura été un petit peu, on va dire, appliquée à la préhistoire. Mais en fait, ça s'est peut-être pas du tout basé comme ça. De plus en plus, ils voient des squelettes un peu dans tous les sens et les femmes allaient aussi chasser des gros animaux. Et les femmes, en fait, étaient responsables. C'était elles c'était des sociétés matrilinéaires. On était sûr de qui était la mère, en tout cas. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore l'institution maritale. Donc, on ne sait pas trop qui est le papa. Et on ne savait pas trop comment on faisait les bébés, de toute façon. Donc, d'où ils arrivaient. Donc, de toute façon, par contre, on savait d'où ils sortaient. Enfin, bref, il y a plein de nouvelles théories qui arrivent. Et donc, à partir du néolithique, la sédentarisation, là, se sera installée donc la propriété privée. Bon, après, c'est des théories, encore une fois, hein, mais c'est un peu pour contrer ces autres théories. Et donc la propriété. Et donc là, à ce moment-là, se serait installée la domination des hommes sur les femmes. Et donc une sélection génétique des femmes plus faibles, plus fragiles, plus maniables. Et de là, la taille des femmes aurait diminué. Parce que si on regarde les squelettes d'il y a un peu plus longtemps, et ben en fait, les hommes et les femmes, ils avaient les mêmes squelettes. Pour la survie, c'était à peu près indispensable d'être grande et d'être costaud. Et par contre, pour assurer une domination, il va mieux s'agir des squelettes féminins un petit peu plus petits. Et puis aussi, bien sûr, l'alimentation. Alors ça, c'est valable dans le monde entier, que les hommes sont mieux nourris que les femmes. Ils mangent plus de viande, donc ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils sont plus costauds. Et il y a cette culture de la viande aussi qui est très masculine. Et tout ça, moi, je l'ai découvert au fur et à mesure. C'est pas de moi, hein, c'est des professeurs d'université qui parlent de tout ça. Et il y a des podcasts vraiment intéressants. Ça s'appelle Des couilles sur la table. Et donc, c'est des podcasts qui dissectent les nouvelles masculinités. Et donc, ils traitent, entre autres, de ça. Pourquoi la viande, elle s'est assimilée au masculin, alors que les femmes ont des grosses pertes en fer pendant leur menstruation, et que ce serait quand même plus logique que ce soit les femmes qui mangent du fer.
parce que toute leur vie, elles vont perdre du sang, elles vont perdre du fer, et on les encourage plutôt à manger de la salade et à rester fines, alors que bah non, en fait, ils peuvent aussi prendre des muscles, elles ont des muscles là, autour de leurs os, et elles peuvent les développer. Et ça existe. Enfin, voilà. Du coup, ce serait en fait cette biologie, cette différence homme-femme biologique, que tout le monde se dit oui, mais regarde Mario, c'est la nature. Bah en fait, pas tellement, pas forcément. C'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est intéressant. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu es une jeune maman de deux enfants. Est-ce que tu as perçu une différence dans ta façon d'appréhender le risque quand tu pars en montagne ou quand tu pars en entraînement ou en mission, en sauvetage, quand tu pars dans un hélicoptère en te disant que il n'y a pas très longtemps, il y a un hélicoptère qui s'est écrasé, ou ce genre de choses. Ça a fait changer tes perceptions, le fait d'être mère? Euh, Bah non, parce que donc au début, j'étais plutôt alpiniste de haut niveau, la groupe militaire de haute montagne. Donc là, vraiment, moi, j'étais à fond pour partir dans des voies dures, des voies engagées, des voies à l'autre bout de la planète. Je savais que je risquais ma vie et ça m'allait. Puis j'ai perdu beaucoup d'amis, genre beaucoup, beaucoup d'amis, genre vraiment beaucoup. Mais on va dire pas plus que, que les gens qui pratiquent de l'alpinisme de haut niveau, quoi. Je suis pas une exception, j'ai perdu beaucoup d'amis. Et donc j'ai quitté l'alpinisme de haut niveau. Et après, j'ai fait guide. Mais là, guide, t'es quand même encore tous les jours en montagne, instructeur montagne, donc t'es quand même tous les jours sur le terrain. Et puis j'ai encore perdu des amis. Je me suis dit, ouais, bon, on va essayer de faire un truc encore moins dangereux. Et donc, voilà, donc ça fait déjà quand même un petit moment que j'essaye de gérer ma prise de risque comme ça. J'ai pas pour autant envie d'arrêter d'aller en montagne. Et voilà, je me suis posé la question, hein. Il y a un moment, tu fais tellement d'enterrements, tu te dis, bon, là, c'est bon, j'arrête tout. Je vais faire prof de maths comme prévu. Et puis, on va arrêter les bêtises. Mais en fait, non, en prof de maths, je me suis dit, bah, je serais malheureuse parce que moi, ce que j'aime bien, c'est être là-haut. J'ai tout mis en place professionnellement pour avoir du temps pour être là-haut et avoir les compétences. Donc, c'est encore en étant au travail que je suis la plus sécure quand je vais en montagne parce que je suis préparée, parce que je suis entraînée, parce que je suis avec des personnes également entraînées et j'ai du matériel de bonne qualité. Je suis au courant des conditions, des créneaux météo, des dernières nouveautés, on va dire. Donc, c'est finalement quand même plus sécu de pratiquer non, en professionnel, quoi, plutôt qu'en amateur les week-ends. Voilà, donc finalement, je suis restée dans la profession, mais je me suis quand même déjà posé la question. Donc, je suis déjà passée par toutes ces phases de gestion de risque pour pouvoir aller jusqu'au bout de ma carrière, quoi, tout simplement. Et finalement, l'arrivée des enfants, ben non, c'est arrivé au milieu, là, mais la question était déjà bien réglée de est-ce que je continue à prendre ces risques? Oui, non. Alors, je m'interdis pas. Si je me fais vraiment très peur avec les hélicos, parce que c'est quand même très compliqué, les hélicos, ça va très très vite. Tout va bien, et puis là, bim, un petit coup de vent, ça peut vraiment vite déraper. Une corde qui vole, qui se prend dans les pales, voilà, ça peut vraiment. C'est quelque chose qui n'est pas anodin du tout. Effectivement, si je me fais aussi très peur avec les hélicos, je ne m'interdis pas demain d'arrêter ce job et peut-être de refaire encore autre chose. Mais là, pour le moment, j'ai trouvé une gestion du risque qui me convient. Alors, bien sûr, hein, mon compagnon est au courant que bah, mon hélico peut se cracher. Et j'en parle aussi avec mes enfants. Et j'aime assez l'idée. Dans cette société-là, il y a beaucoup de pression sur les femmes parce que, comme quoi, le bébé il a besoin de sa maman et que tout passe par la maman et qu'en gros, s'il n'est pas très bien éduqué, c'est un peu la faute de la maman et que s'il va à l'école, bah, on appelle la maman et que voilà. Donc, j'essaye un peu de me détacher de ça, de bien mettre en place une éducation, on va dire, où elle a plusieurs adultes référents, la maman ayant un statut un peu particulier, mais pas unique et surtout un statut interchangeable. Euh, Possible, quoi. Alors, bien sûr, des fois, on en a qu'une, et si on la perd, bah, ça fait chier. Mais en fait, il faut un village, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, et ça, moi, j'y crois fortement. Chaque personne va amener quelque chose de différent et quelque chose de positif. Et moi, j'y connais rien à l'éducation des enfants. Je découvre comment ça se passe, une grossesse, un accouchement, gérer des tout petits. Enfin, voilà, j'ai pas été formée pour, hein, parce que l'instinct maternel, on va bien se mettre d'accord, mais ça n'existe pas. C'est une invention pour enfermer les femmes dans ces rôles-là de maternante et de gestion des enfants. Non, oui, ok, nous on porte les femmes, on a un utérus, on porte les bébés, pardon, parce qu'on a l'utérus, mais après, changer une couche, ça peut se faire aussi bah, quand on a un désir. Il n'y a pas besoin d'avoir un utérus pour changer une couche, euh, c'est clair. Donc c'est ça que j'essaye de mettre en place avec mon compagnon par rapport à mes enfants. Voilà, de leur dire bah, voilà, que oui, j'ai un métier dangereux, mais que oui, si demain bah, mon IQ crash, oui, ce sera dur, ce sera triste, mais d'essayer de les préparer à cette éventualité, c'est pas un sujet tabou. Euh, voilà, on essaye de faire comme ça. Je sais pas si c'est la solution,
mais en même temps, on peut pas non plus vivre une vie zéro risque. Enfin, voilà, tu vois bien, je vais pas te refaire le topo de même sur l'autoroute, on peut mourir, mais évidemment, on peut moins mourir sur l'autoroute que dans un hélico, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, après, c'est aussi important de voir des parents épanouis qui ont des métiers qui les font rêver, qui les font kiffer et qui vont au boulot avec la banane, quoi. Pour terminer cet entretien, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager à, là, peut-être plus particulièrement une jeune femme qui aimerait s'engager et qui ose pas forcément. Bon, en dehors, je vais te demander de pas te dire juste ose. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu aimerais donner? Et ben, il y a aussi on parle de la maternité. Cette question, elle revient souvent. Est-ce que c'est compatible avec une vie de famille? C'est vrai que moi, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, de toute façon, les gamins, c'est pas pour moi, j'en aurai jamais. Et en fait, si tu veux t'imaginer, te projeter avec ambition dans une carrière, bah, tu es obligé de l'imaginer sans enfant. Parce qu'il n'y a aucune carrière compatible avec des maternités, en fait. C'est à chaque fois, c'est la merde. Ça vient se rajouter sur ce que tu fais déjà. Il faut arriver à trouver un équilibre avec tout ça. Trouver un compagnon de vie aussi qui te soutienne dans tes ambitions, dans ta profession. Et ça, c'est pas évident. Moi, j'ai souvent eu des compagnons qui étaient aussi alpinistes et du coup se mettaient en concurrence avec moi, qui étaient jaloux si j'avais plus de sponsors, qui étaient jaloux si j'avais plus d'opportunités, qui étaient jaloux si j'avais plus de temps pour aller en montagne. Et ça, c'était compliqué de trouver aussi des compagnons de vie qui me soutiennent. Finalement, ça existe quand même, hein. J'ai trouvé une petite perle, mais voilà, c'est pas évident non plus. Et puis ouais, c'est compatible avec une vie de famille. Ben oui et non. Enfin, en fait, il y a très peu de métiers qui le sont, donc j'ai envie de dire les miens, ils ne le sont pas moins que les autres. Je mettrais quand même un petit plus quand même pour ce que je fais à la métier de secouriste, c'est que bah, même instructeur en fait, c'est que le gros avantage, c'est qu'on a même instructeur montagne en fait, finalement, c'est qu'on fait notre sport sur notre métier, sur notre temps de travail. Faire du sport, c'est notre job. Donc en fait, quand tu rentres le soir, tu as déjà fait ton sport et le week-end, bah, tu n'as pas forcément besoin, envie de retourner faire de l'escalade et du ski. Et du coup, en fait, tu gagnes un temps pas possible. Parce que ce qu'on voit, c'est que les femmes, bah, elles travaillent. Et quand il y a les bébés qui arrivent, bah, souvent, elles ont plus euh, de charges ménagères à faire à la maison. Comme elles ont les congés maternité un peu plus longs, bah, le rythme dans le couple il s'installe de façon à ce que madame est un peu plus à la maison, donc madame en fait un peu plus à la maison. Et souvent, ça reste un peu sur ce faux rythme-là, et ça, c'est pas bon. D'où l'importance de rallonger les congés paternité. Euh, et donc, du coup, bah, ce qui saute en premier, c'est les séances de sport, quoi. Donc, les hommes, ils finissent leur carrière avec un capital santé supérieur et financier parce qu'ils n'ont pas été ralentis dans leur carrière. Santé, supérieur santé s'ils ont des jobs où ils peuvent faire du sport sur leur temps de travail. Et ça fait quand même des grosses, grosses différences. Donc, pour moi, voilà, ce que j'ai fait jusque-là, c'est des métiers, à mon sens, hyper adaptés aux maternités parce que déjà, tu es fonctionnaire, tu es salarié. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Moi, j'ai jamais trop voulu être guide de montagne, travailleur indépendante, parce que, en fait, si t'es enceinte, t'as pas grand-chose, quoi. Là, ça va de mieux en mieux, hein, pour les indépendants, c'est de mieux en mieux valorisé, mais moi, ça reste quand même pas non plus la panacée, quoi. Et si t'es blessé, t'as rien. Si t'es plus fatigué, t'as rien. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Ton emploi du temps, c'est pas évident à gérer avec des moyens de garde. Enfin voilà. Là, je suis fonctionnaire, j'ai mon planning, donc j'anticipe les moyens de garde. Même si je travaille les week-ends et les vacances, je l'anticipe, quoi. C'est un planning qui est fixe et qui est prévu à l'avance, donc c'est plus facile. Et puis, voilà, pendant mes grossesses, j'étais payée, j'ai pas eu de perte de salaire. Et en plus, c'est des postes plus particulièrement à la police nationale. Et nous, ce qu'on fait quand on part en déplacement, on cumule des heures. Et moi, j'ai pu prendre jusqu'à 5 mois postpartum sans perte de salaire. Donc, j'étais en arrêt post 5 mois à profiter de mon bébé sans moyen de garde. Et ça, il y a aucun. Moi, je connais aucun job où tu peux le faire, quoi. Même des métiers dits adaptés à une vie de famille comme prof parce que tu as les vacances. Bah ouais, mais prof, en fait, tu as 2 mois et demi de congé postpartum. Et fin d'histoire, après, tu retournes à l'école, quoi. Tu peux pas apprendre plus. C'est impossible. Nous, on récupère nos heures et du coup, oui, c'était possible de prendre vraiment beaucoup plus. Donc, ouais, ces métiers sportifs sont, à mon sens, hyper adaptés à une vie de maman parce que du coup, au moins, tu continues à faire ton sport, quoi. Sinon, tu fais quand même un peu une croix. C'est là où tu fais une croix en premier, c'est tes loisirs, quoi. Et donc, tes séances de sport. Ok, Voilà. c'est super, c'est Et des puis, infos qui manquent, je pense, aussi pour les gens, donc tant et mieux. puis, ose, quoi. Évidemment, voilà. Je peux quand même le dire. Écoute, merci pour cet échange très intéressant et puis tous ces conseils. Ça marche. Merci de m'avoir interviewé. À bientôt.
Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.